Donc, comme ça a été dit, je pense que ça a été dit, le Maroc a révisé sa constitution le 1er juillet 2011. Et le 1er juillet 2011, c'était donc un référendum auquel les Marocains et les Marocaines ont répondu avec ferveur et ont accepté le nouveau texte constitutionnel. Et il a été promulgué par la suite le 29 juillet. Cette révision constitutionnelle, dont je vais vous parler tout de suite, elle apporte une rupture à la fois dans le procédé d'élaboration de cette constitution, c'est-à-dire qu'elle a été révisée, elle a été changée d'une manière particulière, sui generis, inédite, et elle a été aussi particulière et intéressante parce qu'elle offre une rupture aussi au niveau de son contenu, c'est-à-dire au niveau des pouvoirs du roi, des pouvoirs du gouvernement, de la place qui a été prise par les droits fondamentaux et notamment par les droits des femmes. Alors si vous voulez, je vais vous présenter, en essayant d'être à la fois clair et rapide pour respecter mon temps de parole, à la fois qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau au niveau de la procédure d'élaboration de la Constitution, mais ce qu'il y a eu aussi de nouveau au niveau du contenu. Mais avant cela, je voudrais me faire plaisir, comme on dit, et naviguer avec vous et nous interroger ensemble sur le Maroc et le printemps arabe aussi, sur peut-être 7 ou 8 questions avant de commencer ma communication. Je n'ai pas résisté au plaisir de m'interroger sur le printemps arabe ou sur les printemps arabes avant de parler particulièrement de la révision constitutionnelle au Maroc. Donc le premier point, je vous propose 8 interrogations avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est est-ce qu'on peut parler d'un printemps arabe ou est-ce qu'on peut parler de plusieurs printemps arabes? Tellement chaque pays a sa propre politique, son propre degré d'avancement démocratique, ses propres institutions, ses propres limites et ses propres grandes choses qu'il a accomplies dans le domaine constitutionnel. Donc la première question, c'est est-ce qu'on peut parler d'un printemps arabe en général ou de plusieurs printemps arabes en fonction précisément aussi du niveau de contradiction qui existe dans chaque pays. La deuxième interrogation, c'est qu'est-ce que ce printemps arabe a prouvé? Qu'est-ce qu'il a montré au monde entier? La première idée, le printemps arabe a montré que le monde arabe n'est plus, comme dirait Hannah Arendt, seulement un ballot, c'est-à-dire un consommateur d'images, mais que le monde arabe peut être lui aussi producteur d'images et producteur d'événements. Il me semble que ça aussi c'est un moment important. Le printemps arabe a montré aussi, et je pense que l'idée n'est pas secondaire, que certains néoconservateurs américains notamment pensaient que le monde arabe est voué à l'autoritarisme, qu'il est né pour être définitivement, comme on dit, définitivement autoritaire et totalitaire et antidémocratique. Le printemps arabe a montré, au moins dans son effervescence, on verra ce qu'il en adviendra plus tard, mais il a montré au moins dans sa genèse que l'idée démocratique n'est pas une idée qui est du Nord, ce n'est pas une idée qui est du Sud, c'est une idée qui est constitutive de notre humanité, que l'idée démocratique appartient à tout le monde. Qu'est-ce qu'a montré encore le printemps arabe? Il a montré qu'il n'aurait pas été aussi fulgurant s'il n'y avait pas eu la circulation vertigineuse de la communication. Donc l'importance de ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est-à-dire Internet, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Le printemps arabe a montré aussi autre chose, parce qu'en Tunisie, il y avait eu des spasmes. Au Maroc, il y avait eu des spasmes dans les années 80. En Égypte, il y avait eu des spasmes. Mais c'était des émeutes de la faim. Aujourd'hui, ce sont des émeutes pour les Lumières, pour plus de dignité, pour les droits fondamentaux, pour la moralisation de la vie politique, pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, entre les Arabes et les non-Arabes, pour les droits des cultures. Donc, le printemps arabe a montré à ce niveau que la maturation démocratique est arrivée à un stade élevé parce que les demandes, ce n'étaient pas des demandes pour la survie, mais c'était des demandes pour la démocratie. Et ça, c'est, à mon avis, aussi important. Ce qui est important aussi à noter dans ce que le printemps arabe a amené, c'est que même si après
quand il y a eu des élections, on a eu des résultats qui ont été remportés par des conservateurs ou par les islamistes, pour être moins dans le jugement. Les révoltes qu'il y a eu au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Syrie, c'était des révoltes, quand on lit les slogans, c'était des révoltes sur la séparation des pouvoirs, la moralisation de la politique, l'égalité homme-femme. Ce n'étaient pas des slogans sur la religion. Donc les demandes étaient des demandes sécularisées. Ça aussi c'est important, parce qu'on va voir que la nature des demandes va muter et va changer plus tard. Troisième point, je suis toujours dans les interrogations sur le printemps arabe. Est-ce que le printemps arabe est un printemps qui va être définitivement un printemps, ou est-ce que ça ne va pas être un automne pour les libertés? Et est-ce que ça ne va pas être un automne pour les libertés et les droits des femmes en particulier, pour les pays qui ont fait des avancées significatives telles que la Tunisie et le Maroc? Donc c'est une question qui me semble fondamentale à bien suivre le printemps arabe, parce qu'il ne faut pas qu'une belle revendication se transforme en une régression pour la moitié de la population. Quatrième interrogation, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hubert Védrine qui l'a dit dans un entretien, j'ai trouvé que c'était important. Est-ce qu'on peut dire que le printemps arabe ressemble à 1989 dans les pays de l'Est et la chute du mur de Berlin? Oui et non. Oui, parce qu'il y a des demandes, il y a des revendications, il y a une demande démocratique. Mais non, parce que dans les pays de l'Est, il s'agissait de restaurer la démocratie, alors que dans les pays arabes, il s'agit de l'instaurer pour la première fois. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Cinquième interrogation. Quand j'ai le plaisir et l'honneur d'être invitée dans des colloques sur les transitions démocratiques, je vois des orateurs tunisiens, des orateurs libyens, des orateurs syriens, et le Maroc, des fois, n'est pas invité. Parce que certains considèrent que le Maroc n'a pas fait son printemps arabe. Pourquoi? Parce que pour certains, il y a, si vous voulez, une vision des choses qui est facile. Transition démocratique ne peut se faire que s'il y a une révolution. On ne peut avancer démocratiquement que s'il y a du sang, que s'il y a des émeutes, que s'il y a une véritable révolution. Or, il n'y a pas de déterminisme historique. Il y a des pays qui sont de grands pays, qui ont fait des grandes avancées et qui n'ont pas pour autant été obligés de passer par des révolutions. Un sociologue marocain, Mohamed Chenkaoui, parle de ce qu'on appelle les révolutions silencieuses. Vaclav-Havel parlait de révolution de velours. Donc il y a des transitions démocratiques qui se font sans nécessairement passer par l'axe révolutionnaire. Sixième point, j'ai fait le parallèle entre assemblée constituante et la Constitution. Est-ce qu'une assemblée constituante qui est élue donne automatiquement un produit constitutionnel démocratique? Point d'interrogation. Alors je fais l'inverse. Est-ce qu'une constitution qui est élaborée de manière dirigée donne automatiquement une constitution antidémocratique? Pas nécessairement. La constitution française a été faite par le CCC, Comité constitutionnel consultatif, et le général de Gaulle, capitaine de paix. Pourtant, c'est une constitution qui est ouverte sur les droits et libertés. La constitution de l'URSS et la constitution française de 1946 étaient faites par des assemblées constituantes et n'étaient pas nécessairement démocratiques. Donc il y a un parallèle à faire et une prudence à faire entre l'assemblée constituante et le produit. Septième point, le rapport au temps est très important. Parce que quand il y a eu des révoltes dans les pays arabes, j'appellerais ça révolte ou révolution, émeute ou contestation, insurrection, en tout cas demande démocratique. Les gens qui ont fait et qui sont descendus à la place Tahrir ou qui sont descendus dans les places de Tunisie au Maroc, après, quand il y a eu un changement de régime, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les slogans, les demandes qu'ils ont émises soient des demandes qui sont concrétisées. Or, les nouveaux pouvoirs en place n'ont pas suffisamment ni les moyens encore pour répondre concrètement à ces politiques publiques tout de suite. Donc qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça fait une frustration. Donc finalement, on se retrouve dans un cycle révolutionnaire où il y a des attentes importantes, mais les réalisations ne sont pas encore là, frustration, ce qui fait que dans le monde arabe, il va y avoir deux éléments qui vont alourdir le processus démocratique
et le rendre plus douloureux. Premièrement, la justice sociale, et deuxièmement, le rapport à la religion. Parce que la justice sociale, il y a des pays, il y a des gens qui disent on a renversé un régime, il y a toujours le chômage. On a renversé le régime, mais la police est encore dans la rue. On a renversé le régime, mais la torture continue. Donc, frustration au niveau de la rétribution, de la justice sociale, et deuxièmement, le point religieux, c'est que quand les régimes dictatoriaux sont tombés, on s'est retrouvé avec des libertés, et au niveau des libertés, il y a un point sur lequel les personnes ne sont pas d'accord, c'est le rapport à la religion. Certains disent il faut mettre la religion à l'extérieur, d'autres disent la religion a tout prévu, il faut mettre tout dans la religion, et d'autres disent c'est possible de faire une conciliation entre la religion et le positivisme. Donc déjà sur cette question, les personnes ne sont pas d'accord. Dernier point de mon introduction, qui est longue et je m'en excuse, c'est ce que Braudel appelle le temps court et le temps long. Le temps court, c'est lequel? Le temps court, c'est celui où on écrit une constitution. Donc au Maroc, c'était 3 mois et demi. La Tunisie a pris plus de temps parce qu'il y a plus de négociations, parce qu'il y a plus de débats. Donc le temps court, c'est le temps où on écrit la constitution, c'est le temps des promesses, c'est le temps du contrat social, c'est le temps où on va dire voilà la place des droits fondamentaux, voilà la place de la femme. Donc c'est plutôt le beau moment, celui du temps court. Mais le temps long, c'est quoi? C'est le temps où, quand la Constitution est écrite, on va la mettre en œuvre. L'implementation, comme on dit en anglais. Qui c'est qui va la mettre en œuvre? C'est le nouveau Parlement. Et le nouveau Parlement, l'histoire a démontré que politiquement, il ne ressemble en rien à celui qui a fait la révolution. On dit qu'il y a une distinction entre le peuple révolutionnaire et le peuple électeur. Exemple. Mai 68 en France, elle a envoyé juste après une assemblée conservatrice. La Commune de Paris en 1848, elle a envoyé juste après une assemblée monarchiste. La Tunisie révolutionnaire, elle a envoyé une assemblée à majorité etc. Les exemples peuvent être comme ça nombreux. Donc, le temps court, c'est celui de la Constitution, c'est celui des promesses, c'est celui de l'idéal, et le temps long, c'est celui où on risque de confisquer ce qui a été promis au moment du contrat fondateur. Alors, après cette introduction, quelle est la place du Maroc? Avant de commencer sur les 2 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, rupture au niveau de l'élaboration et rupture au niveau du contenu, il est important quand même de dire, et mon genre n'est pas de faire de la propagande, mais d'être lucide et d'avoir la distanciation brechtienne qui s'impose. Le Maroc a commencé déjà dans les années 90 son processus d'ouverture démocratique et d'ouverture politique. Ce qui veut dire que contrairement à d'autres pays, que je ne veux pas juger, mais l'histoire est là, contrairement à d'autres pays arabes, le Maroc en 2011 n'était pas dans une terra incognita au niveau normatif, au niveau institutionnel et au niveau des droits de l'homme. Nous avions fermé nos prisons politiques, nous avions liquidé les mouroirs, nous avions ratifié les conventions internationales, nous avions créé un Conseil national des droits de l'homme, nous avions créé des tribunaux administratifs, nous avions revu le statut de la femme. Donc en 2011, le Maroc il y avait déjà un gouvernement d'alternance en 1998, seule expérience dans le monde arabe, et il y avait ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire que la monarchie a dit d'une certaine manière qu'elle regrettait ce qui s'est passé dans les années de plomb. Donc en 2011, le Maroc, il était revenu de loin. Il avait déjà fait un aggiornamento, il avait déjà revu ces textes, code de procédure pénale, civile, la charte communale, les investissements. Donc, en 2011, il y avait ce qu'on peut appeler un processus mature et une accumulation normative et institutionnelle importante. Donc, 2011, le Maroc, en même temps, il n'est pas dans une île. La Tunisie s'est révoltée, l'Égypte aussi, les jeunes ont commencé à descendre dans la rue. Les jeunes, notamment du mouvement du 20 février. Donc, le roi a tout de suite compris le message et il a fait un discours qui est resté important le 9 mars où il a dit « Je vais élaborer je vais créer une constitution et on va
refaire la loi fondamentale.